En 1815, la défaite de Waterloo met fin aux guerres napoléoniennes. Après 10 ans de règne à la tête de la France, Napoléon Ier est exilé à Sainte-Hélène. Tous les territoires qu'il avait conquis, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le tiers de l'Italie, sont perdus. La France retrouve ses frontières d'avant la Révolution et ses 30 millions d'habitants. Pendant une vingtaine d'années, depuis la Révolution avec l'Empire, en France, on a consacré l'essentiel de notre énergie à l'armement, à la guerre. La France, en 1815, est un pays très affaibli. L'agriculture n'est pas brillante et l'industrie est quasiment inexistante. À Paris, les royalistes reprennent le pouvoir. Il y a des frères de Louis XVI qui piaffent d'impatience et ils vont rétablir la monarchie. Le premier, Louis XVIII, règne 9 ans. À sa mort, c'est son frère, Charles X, qui arrive au pouvoir en 1824. Sous le règne de ces rois conservateurs, la France reste un pays rural. Les paysans représentent 80% de la population. Beaucoup. De ce point de vue-là, la France n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Louis XIV et même avant. La France reste un pays essentiellement agricole, enclavé, où les Français connaissent peu de choses en dehors de leur village et de ses environs. Et c'est ça qui va changer dans le courant du 19e siècle. Ça va être une vraie révolution. Les premiers bouleversements commencent lorsque le roi Charles X doit quitter précipitamment le trône après seulement 6 ans de règne. Charles X tape sur la table en disant « c'est le retour à la monarchie, je suis le roi de droit divin ». Alors très rapidement, les Français vont réagir très très mal. En 1830, il veut même gouverner sans le Parlement. Et là, ça va susciter une véritable révolution. Ça y est, ils sont là. Nous sommes prêts. Ils sont là, on y va. Les 27, 28, 29 juillet 1830, Paris se soulève. Ce sont les Trois Glorieuses qui vont contraindre le roi à l'exil. Cette révolte parisienne ravive les idéaux de la Révolution de 1789. Serait-ce le retour de la République? Après 3 jours d'émeute, c'est finalement une monarchie parlementaire qui s'installe pour 18 ans. Mais le nouveau souverain n'a rien à voir avec les précédents. Louis-Philippe est le cousin du roi déchu, mais ses idées politiques sont radicalement différentes. Au début du siècle, il a vécu en Angleterre, alors en plein essor industriel. Il s'aperçoit que Londres est beaucoup plus pointu que ne l'est Paris au niveau économique. Tout se joue à Londres, la métallurgie, c'est Londres, le textile, c'est Londres. Londres a des longueurs d'avance dans tous les domaines. Louis-Philippe va moderniser notre pays pour lui faire rattraper son retard sur ses grands voisins, l'Angleterre, mais aussi la Prusse. C'est sous son règne que s'amorce ce qu'on va appeler la révolution industrielle. À peine monté sur le trône, il donne l'impulsion pour que le pays s'équipe d'un moyen de transport totalement nouveau, le chemin de fer. Cette technologie importée d'Angleterre va bouleverser la vie de notre pays. Paris, en cette année 1848, est en pleine ébullition. Le pays connaît une crise économique et le roi réformateur Louis-Philippe a perdu la confiance du peuple. Louis-Philippe a déçu. Les démocrates avaient placé des espoirs dans ce régime au début. Et puis petit à petit, ce régime devient plus autoritaire, ce qui fait que les démocrates s'en détachent et vont souhaiter en fait la République. C'est une nouvelle révolution. Après 3 jours de combat, le roi abdique et s'enfuit en Angleterre. Cette deuxième république ne durera que 4 ans. Mais elle va prendre des décisions majeures qui sont encore la base de notre système politique. Quelle va être la première proclamation des Parisiens lorsqu'ils se révoltent en 1848? Le suffrage universel. Bien sûr, il est strictement masculin en 1848, mais c'est une énorme conquête. C'est la grande révolution politique. Il y en a d'autres, hein. Il y a la suppression de la peine de mort en matière politique, le rétablissement de la liberté totale de la presse et d'expression. Tout cela fait que se fonde un régime radicalement nouveau. Et c'est aussi cette république qui abolit définitivement l'esclavage sous l'action du secrétaire d'État aux colonies, Victor Schœlcher. Les Français votent donc pour la première fois à une élection présidentielle. Et contre toute attente,
ils élisent Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Louis-Napoléon Bonaparte est un aventurier de la politique. Il a quand même l'image derrière lui de son oncle Napoléon Ier, car c'est le neveu de Napoléon Ier, et on lui fait volontiers confiance. Ce qui fait qu'il est élu au premier tour avec un score écrassant. Louis-Napoléon a aussi le soutien des privilégiés qui prospèrent avec la révolution industrielle. Je peux en prendre 2000 à l'essai. Les commerçants, les banquiers et les milieux d'affaires. C'est l'apothéose de la bourgeoisie. La grande bourgeoisie explose à ce moment-là et va régner sur la France et sur l'Europe jusqu'au XXe siècle. Site économique, richesse culturelle, la Deuxième République semble promise à un bel avenir. Mais elle ne va pas résister à l'ambition personnelle de son président. Louis-Napoléon Bonaparte voulait se faire réélire, ce que la Constitution lui interdisait. Au moment où approche la date fatidique d'un nouveau scrutin, eh bien, il y a ce coup d'État du 2 décembre 1851. En 24 heures, Louis-Napoléon Bonaparte fait arrêter ses opposants et s'octroie les pleins pouvoirs. Au lendemain du coup d'État, il reste président de la République, mais d'une République autoritaire. Et puis, au bout d'un an, 2 décembre 1852, eh bien, il devient empereur sous le nom de Napoléon III. L'instauration de ce régime autoritaire ne ralentit pas la révolution industrielle, bien au contraire. Napoléon III accélère encore la modernisation du pays et impulse des changements dans tous les domaines. Yann. Napoléon III, qui est un vrai politique, fait bien attention de ne pas se couper de ce monde ouvrier qui est en train de croître. C'est quelqu'un qui a des idées sociales, qui crée, par exemple, des premières caisses de retraite. Il reconnaît le droit de grève. Il va être à l'initiative de quelques cités ouvrières modèles. Innovation technique, dynamisme économique et rayonnement de la cour impériale, la France connaît la réussite sur le plan intérieur. Et Napoléon III remporte aussi d'importants succès sur la scène internationale. En 1859, la France aide les Italiens à se libérer de la domination autrichienne. Elle reçoit Nice et la Savoie en remerciement et retrouve une place importante en Europe. Louis-Napoléon porte le nom de Bonaparte et il reste sans doute nostalgique de gloire militaire. Son régime a obtenu des succès sur la scène diplomatique, avec par exemple l'unification de l'Italie, qui s'est faite vraiment sous la protection et l'égide de la France. Il pourrait s'en contenter, mais il y a ce rêve d'un empire. Avec la conquête de l'intérieur du Sénégal et la colonisation de la Kabylie en Algérie, la France renforce son influence sur le continent africain. Les expéditions en Orient aux côtés des Anglais aboutissent à la naissance de l'Indochine. Tout semble réussir à cet empire en marche. Au succès en politique étrangère s'ajoute une période de prospérité économique qui commence enfin à avoir des retentissements dans les... Le bilan du Second Empire est absolument positif, économiquement, socialement. C'est une période richissime pour l'histoire. C'est alors que l'empereur fait une incroyable erreur politique. Depuis quelques années, le puissant royaume de Prusse ne cache plus ses ambitions. Bismarck, son Premier ministre, se dit qu'une guerre avec la France serait un bon moyen d'unifier l'Allemagne. Il va entraîner Napoléon III dans une guerre désastreuse pour la France. En un mois et demi, l'armée française est balayée et finalement défaite à Sedan. La guerre est lancée avec une incroyable légèreté, parce que l'armée française n'est pas prête à affronter une armée prussienne qui a en plus réussi à rassembler autour d'elle quasiment toutes les armées de l'Empire allemand. La guerre de 1870 est un désastre au cours duquel Napoléon III lui-même est fait prisonnier et qui entraîne et précipite la chute très rapide du Second Empire. Napoléon III abdique et s'exile en Angleterre. L'armée prussienne marche sur Paris, où la Troisième République est proclamée. Le gouvernement réfugié à Bordeaux accepte les conditions de paix imposées par les vainqueurs. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. Les Allemands victorieux proclament l'unité de leur empire dans la galerie des glaces du château de Versailles. Mais dans Paris, qui est toujours assiégé par les Prussiens, la population se rebelle et refuse de se rendre.
Paris ne s'est pas rendu, Paris n'a pas été vaincu, et c'est le gouvernement légal qui va obliger les Parisiens à laisser les Prussiens entrer, et ça les Parisiens ne l'acceptent pas. Alors le peuple se révolte et décide de former son gouvernement, sa commune. C'est la fameuse commune de Paris. Après 2 mois d'insurrection, les troupes du gouvernement légal vont écraser dans un bain de sang cette révolte populaire. La Troisième République s'impose, mais elle s'impose au terme d'une décennie, en réalité très incertaine. En 1871, lorsque les Français votent pour leurs représentants, ils votent majoritairement pour des monarchistes, parce que la monarchie, c'est la paix. Pourquoi ne restaurent-ils pas la monarchie? Parce qu'ils sont divisés. Faute d'un accord sur le choix du futur roi, le régime reste républicain. Pourtant, l'opinion, notamment dans les campagnes, est très favorable à la monarchie, soutenue en cela par l'Église. D'autant qu'à cette époque, on assiste à un renouveau de la religion catholique. En 1878, Pasteur est fait grand officier de la Légion d'honneur. C'est un des grands hommes de cette Troisième République, définitivement consacré par l'élection de Jules Grévy à la présidence. Sous son mandat, les pouvoirs du Parlement sont renforcés. Marianne devient le symbole de la République et la Marseillaise, l'hymne officiel. C'est à ce moment-là que le 14 juillet est instituée fête nationale. Cette Troisième République, elle réussit, après 1879, la conquête des Français, à la fois sur un plan symbolique et puis sur le plan des lois. Une nouvelle période de prospérité commence avec des progrès dans tous les domaines.